Vous écoutez Crime Story, le meurtre du Teknival de Carnoët, deuxième et dernier épisode. C'est ici, à l'orée de cette sapinière, que le corps de la victime a été découvert hier matin. Nous sommes en bordure du site où se déroulait le Teknose. Toute la journée d'hier et ce matin encore, les lieux ont été passés au crible par les hommes de la police scientifique. Si l'on sait que la victime est une jeune femme et que l'hypothèse de l'homicide volontaire est privilégiée, pour le reste, c'est le silence total. Le préfet des Côtes-d'Armor est tout de même venu dresser devant la presse un bilan de ces 3 jours et 3 nuits de rassemblement techno, avec un constat: difficile d'aller plus loin en matière de prévention sur un tel événement. Mathilde Krogeneck, une jeune femme de 18 ans, a été sauvagement assassinée en plein festival électro à Carnoët, dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juin 2005. À la fin du premier épisode, Adrien, son petit ami, est en garde à vue. Il est parfaitement incapable de se rappeler la nuit qui a coûté la vie à Mathilde. Il dit s'être réveillé seul dimanche, vers 11h, et avoir décidé de rentrer chez lui en stop, laissant sa voiture sur place. Au fur et à mesure des interrogatoires, les gendarmes ont de plus en plus le sentiment d'être face à quelqu'un qui dit la vérité. Adrien, probablement à cause des effets de la drogue et de l'alcool, n'a aucune idée de ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Et il le voit même commencer à douter. Ne serait-il pas finalement pour quelque chose dans le meurtre de Mathilde ? Les gendarmes le sondent pour avoir des détails, si petits soient-ils. Quelle pourrait être l'arme, le lieu du crime ? Adrien est incapable de répondre. Les enquêteurs prélèvent donc son ADN et le libèrent, espérant pouvoir l'interroger à nouveau plus tard. À l'aide des témoignages recueillis, les enquêteurs explorent d'autres pistes. Plusieurs festivaliers ont décrit un homme couvert de taches de sang. Par hasard, les gendarmes encore sur place tombent sur lui. C'est un touriste polonais qui explique alors avoir été surpris en train de se faire une injection d'héroïne et avoir pris peur. Paniqué, il a vite retiré la seringue de son bras, ce qui explique les traces de sang sur ses habits. Son ADN est également prélevé. Un peu plus tard, les gendarmes interpellent un homme sur lequel ils ont trouvé un string. Il a agressé plusieurs filles dans la nuit de samedi à dimanche et reconnaît même avoir commis un viol. 2 témoins l'identifient. Mais aucune plaignante ne se manifestera. Son ADN est prélevé et le suspect est relâché. Les investigations se poursuivent sans grand succès, malgré l'ampleur des recherches. Des semaines passent et, à la fin du mois d'août, le téléphone de Mathilde, qui n'a jusqu'ici jamais refait surface, borne une fois seulement. Il est localisé à Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine, une petite commune au sud de Saint-Malo. Pour les gendarmes, c'est une piste aussi énorme qu'inattendue. Ils partent à la recherche de ce téléphone et ratissent la zone avec un détecteur de métaux. Ils ne trouvent rien. Le juge chargé de l'instruction décide alors de mener une opération de grande ampleur. Il fait relever toutes les communications téléphoniques ayant déclenché les relais de téléphone portable autour du site pendant le temps du Teknival. Ça fait 485 000 appels. En croisant ces éléments avec les identités relevées le dimanche et les témoignages, les enquêteurs établissent une liste la plus fiable possible des personnes présentes. Parmi ces gens-là, ils répertorient ceux ayant un passé judiciaire lié à des affaires de mœurs ou de violence avec armes. Ils n'obtiennent rien de concluant. Damien Delceni, à ce stade de l'enquête, les gendarmes sont un peu désespérés. Ils font quand même des recherches assez colossales depuis le début. On se souvient qu'il y a eu l'opération de filtrage et de contrôle de tous ces festivaliers, plus de 20 000 personnes contrôlées en 12 heures. Sur un site qui est quand même pas facile à quadriller. Là, on voit bien qu'il y a des efforts qui sont faits au niveau de la téléphonie pour essayer, pareil, d'avoir une liste de participants au Teknival. Il y a des croisements qui sont faits, des analyses ADN qui sont faites. Il y a le petit ami qui est entendu. Et malgré tout ça, on a l'impression qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de suspects. Et puis, il y a presque en même temps, j'allais dire presque trop de suspects. C'est-à-dire, il y a tellement de gens avec des profils un peu étranges, des gens qui se droguent. C'est un peu fouillis, mais ils n'arrivent pas à cibler quelque chose de précis concernant leur affaire. Et c'est là que la directrice générale de l'Institut génétique de Nantes Atlantique a une idée qui va tout changer. Oui, parce que
l'objet qui pose problème depuis le début et qui est à la fois probablement la clé d'énigme, c'est ce couteau qui est retrouvé à proximité du corps de Mathilde. On sait qu'elle a été tuée avec des coups de couteau qui correspondent à ce couteau-là. Il n'y a pas d'empreinte dans le premier examen qui est fait sur ce couteau. Mais elle dit, voilà, c'est un couteau qui a une particularité, c'est qu'il a un manche ajouré qui se replie en fait. La lame se rentre à l'intérieur du manche. Donc il y a une espèce d'interstice, une espèce de fente sur le manche de ce couteau. Et elle dit, peut-être qu'en allant chercher dans cette fente, on peut trouver ce qu'elle appelle des cellules épithéliales. Alors c'est un mot savant pour décrire les cellules qui sont à la surface de notre peau. Et elle dit, c'est possible que la personne qui était le propriétaire du couteau a pu, en le manipulant, laisser des traces, des éléments de peau invisibles à l'œil nu à l'intérieur en fait de ce couteau. Donc elle va proposer de faire des prélèvements, non pas ni sur le manche ni sur la lame, mais carrément à l'intérieur de cette fente sur le manche. Et effectivement, une bonne intuition, puisqu'il y a de l'ADN qui va ressortir, et c'est doublement une bonne intuition, parce que l'ADN qui va ressortir de l'intérieur de ce couteau, c'est le même ADN que celui qu'on a trouvé sur le préservatif découvert à proximité du corps de Mathilde. Donc ça veut dire que on a de bonnes chances d'être sur l'ADN du meurtrier. Et ça disculpe formellement toutes les personnes qui ont été suspectées jusqu'à maintenant. En tout cas, on peut par exemple prendre l'exemple d'Adrien, le petit ami de Mathilde, qui a été suspecté à un moment donné. En tout cas, lui, son ADN, il est ni sur le couteau, ni sur le préservatif. Donc effectivement, ceux qui n'ont pas leur ADN sur le préservatif et sur le couteau, on peut estimer qu'ils n'ont pas de lien direct ni avec le possible viol de Mathilde et surtout avec son meurtre. À ce moment-là, on se dit qu'on peut essayer de retrouver le propriétaire du couteau ? Oui, mais alors le couteau, il n'a pas vraiment de marque. Alors il y a un gendarme qui va se lancer dans un travail de moine bénédictin, c'est-à-dire qu'il va aller regarder sur Internet, il va essayer de trouver des couteaux ou un couteau en tout cas similaire, le même modèle, pour essayer de les comparer avec l'arme du crime. Il va passer des heures et des heures à regarder ça. C'est pas une arme très très courante non plus, ce fameux couteau de ranger là. Il a une forme en plus un peu en banane, donc bon, c'est pas un opinel ou un couteau qu'on peut trouver facilement. Et après plusieurs jours de recherche, il va repérer un modèle à peu près similaire, donc il va appeler le fabricant de ce couteau. Et le fabricant va lui dire, moi, ce couteau, je l'ai vendu à 221 exemplaires en France depuis quelques mois, depuis quelques années. Et il lui donne le nombre de points de vente. Il y a 110 points de vente en France qui vendent ce couteau. Donc 221 couteaux vendus, 110 points de vente. Donc si le meurtrier de Mathilde a acheté ce couteau avec un chèque ou une carte bleue, normalement son nom, ou en tout cas son empreinte bancaire, j'ai envie de dire, est enregistré quelque part dans un de ces 110 points de vente. Donc il va falloir trouver où et il va falloir faire le tour de ces points de vente. Les gendarmes commencent par se rendre dans les boutiques de la région. Il y en a une près de là où le meurtre a eu lieu. C'est un magasin du Mont-Saint-Michel qui s'appelle le Grand Bazar. Et c'est le plus proche de la ville où a borné pour la dernière fois le téléphone de Mathilde. Une fois rendus là, les enquêteurs analysent les tickets de caisse de la commerçante et retiennent tous ceux qui affichent le même prix que celui du couteau. Ils adressent ensuite des réquisitions aux différentes banques pour remonter jusqu'au propriétaire. Ça ne donne rien. Les semaines passent. Un temps soupçonné et complètement amnésique sur la soirée, Adrien, le petit ami de Mathilde, finit par fournir aux gendarmes des éléments qui peuvent être utiles. Dans son téléphone, il retrouve des photos prises la nuit du 25 juin, sur laquelle on voit Mathilde et deux hommes inconnus. L'un d'eux a une grande inscription sur le torse où on peut lire Georgette Forever. Il fait partie de la troupe de cracheurs de feu présente ce soir-là. L'autre homme porte un pull rouge et apparaît sur deux photos. Celle avec Mathilde, prise à 23h45 le samedi, et une seconde, prise avec une amie de Mathilde, à 6h23 le dimanche matin. Le cracheur de feu est vite retrouvé et interpellé, mais l'analyse de son ADN le disculpe. La photo du deuxième homme, non identifié, est diffusée à toutes les compagnies de gendarmerie et tous les commissariats de France. Sur l'une, il porte une casquette et tire la langue. Sur l'autre, il pose, tête nue et légèrement de profil. La photo est également relayée par certains journaux et sur Internet par les organisateurs du Technival, sans que personne ne se manifeste pour identifier cet homme. Pendant les 2 mois et demi qui suivent ces nouveaux éléments, plus rien ne se passe. Jusqu'au samedi 10 septembre 2005. Ce jour-là, le téléphone de Mathilde borne à nouveau, toujours au même endroit. Les gendarmes se précipitent à Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine. Celui qui utilise ce téléphone est vite identifié. Et il était bien présent au Technival le 26 juin. Il était d'ailleurs accompagné de 3 amis, dont l'un a été condamné pour viol,
2 mois avant. Les enquêteurs sont cette fois certains de détenir le ou les coupables. 3 mois plus tard, le mardi 15 novembre, les 4 suspects sont interpellés à 6h30 du matin. Leur ADN est prélevé et transmis à l'Institut génétique Nantes-Atlantique. Quand les résultats reviennent, ils sont absolument formels. Ce ne sont pas eux qui ont tué Mathilde. Le jeune homme avait juste trouvé ce téléphone au festival. 5 mois après, quand le sien a été cassé, il s'est mis à l'utiliser. Là, les gendarmes, ils sont un peu désespérés. Et il faut reconnaître qu'il y a quand même un peu de quoi. Parce que là, on parle d'une dernière piste qui avait quand même toutes les allures d'une piste très sérieuse, avec le téléphone de Mathilde qu'on retrouve entre les mains de quelqu'un, dans un groupe d'amis où il y a des gens qui sont déjà connus pour viol. Alors, ça fait quand même beaucoup de lumière qui s'allume et qui s'éteignent parce que voilà, l'ADN qui revient, c'est pas le bon, c'est pas l'ADN sur le préservatif, c'est pas l'ADN sur le couteau. Donc on a l'impression qu'effectivement les gendarmes, depuis quelques semaines, depuis le début de l'enquête, dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, elle se referme, elle claque fort sur leurs doigts. Donc il y a de quoi être un peu désespéré. Mais le juge, lui, il va pas se désespérer, il va prendre une décision importante. Il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été engagées en termes de moyens, en termes d'analyse, en termes de criblage. Il va monter encore le curseur. Il va décider de tester les 24 000 personnes qui étaient présentes à ce Teknival et qui ont soit un casier judiciaire avec des antécédents un peu lourds, soit qui ont commis des crimes ou des délits mineurs. Ça veut dire qu'il élargit en fait le champ des suspects potentiels. Alors c'est une démarche qui n'est pas neutre parce que ça coûte à peu près 1 million d'euros de faire ces tests et de les exploiter après. Le samedi 21 janvier 2006, le père de Mathilde, Thierry Krogneck, fait une crise cardiaque. Oui, c'est toujours dans ces histoires des drames dans les drames, c'est-à-dire que voilà, il s'est jamais évidemment remis, on peut l'imaginer, de la disparition de sa fille, des circonstances de la disparition de sa fille. Donc effectivement, il fait une crise cardiaque et il décède en janvier 2006. Finalement, l'enquête va enfin évoluer, par hasard et par chance, pour les gendarmes. On pourrait dire qu'enfin, ça y est, le vent va tourner pour les gendarmes. Ça va se produire le 23 mai 2006. Ça démarre vraiment comme une affaire tout à fait banale. C'est un militaire qui est arrêté par la police pour une histoire d'escroquerie au ticket restaurant. Vous voyez, en apparence, on est assez loin d'une affaire de meurtre. Il est emmené au commissariat de Rennes pour être entendu. Il s'assoit dans une pièce pour être auditionné par les policiers. Et puis, il promène son regard sur les murs de la pièce, comme on peut le faire quand on attend qu'un policier vienne nous interroger. Et sur un mur, il aperçoit la circulaire de recherche avec la fameuse photo de l'homme au pull rouge qui est recherché depuis des mois par les gendarmes qui enquêtent sur le meurtre de Mathilde. Et puis il va se tourner vers le policier qui est en face de lui, il va lui dire « Mais moi, le type là qui est sur le mur avec un pull rouge, moi je le connais. » Le marin ne se souvient pas immédiatement du nom de cet homme, avec qui il se rappelle avoir effectué son service militaire. Au bout de quelques minutes, ça lui revient. Il s'appelle Alain Kernoat. La cellule homicide 22 est immédiatement alertée. En quelques heures, les gendarmes parviennent à savoir qu'Alain Kernoat, 24 ans, a travaillé sur le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc à Brest. Puis il a quitté la marine après 2 ans passés dans ses rangs. Au moment du Teknival de Carnouët, il était en permission. Il a d'ailleurs été contrôlé par les gendarmes à la sortie du festival. Autre élément, le relevé de ses comptes bancaires indique qu'il a réalisé un achat le 20 juin 2005 au Grand Bazar, la boutique du Mont-Saint-Michel. 5 jours avant le meurtre de Mathilde. En plus de cela, son casier judiciaire fait état d'une condamnation pour attentat à la pudeur sur la voie publique. Il a été arrêté à Brest le 7 février 2006, 7 mois après le crime du Teknival. Les gendarmes veulent l'appréhender, mais il a quitté le territoire pour des vacances en Pologne. En attendant qu'il revienne, les enquêteurs fouillent la vie d'Alain Kernoat. Il est né à Marseille dans une fratrie de 3 enfants, avec une mère cadre à la poste et un père moniteur d'auto-école. Dans son enfance, Alain Kernoat prend un traitement hormonal, car les médecins ont constaté qu'il ne grandissait pas comme les autres. À l'âge adulte, il mesure tout juste 1,60 m et sa taille le complexe beaucoup. Ses proches le décrivent comme quelqu'un d'assez menteur. Ses anciens collègues, eux, racontent que lors des escales, quand il travaillait sur le porte-hélicoptère, il affichait son goût pour les prostituées mineures. Après 2 semaines de vacances avec sa petite amie en Pologne, Alain Kernoat refait son apparition et vient poser ses valises chez sa mère à Marseille. Le 22 juin 2006, à 6h du matin, les gendarmes frappent à la porte de chez elle. Alain Kernoat est arrêté et emmené d'abord à la gendarmerie d'Aubagne, puis à celle de Rennes, pour y être interrogé.
Après quelques heures de garde à vue, les résultats des prélèvements ADN tombent. C'est bien lui, le meurtrier de Mathilde. Alain Carnoat est arrêté et emmené d'abord à la gendarmerie d'Aubagne, puis à celle de Rennes, pour être interrogé. Après quelques heures de garde à vue, les résultats des prélèvements ADN tombent. C'est bien lui, le meurtrier de Mathilde. Damien, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas mis la main sur Alain Carnoat au moment de la grande enquête sur les relevés bancaires dans les points de vente de couteaux ? En fait, à l'époque, ce qui est vraisemblable, parce qu'on n'a pas de certitude, c'est que Alain Carnoat, quand il achète ce couteau dans cette boutique près du Mont-Saint-Michel, il achète autre chose le même jour que le couteau, et donc le montant de ses achats ce jour-là est supérieur au prix du couteau, et c'est pour ça que le criblage ne fonctionne pas. Et on se souvient que les enquêteurs s'étaient attardés sur toutes les personnes identifiées au festival et ayant un casier judiciaire. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, ils ne se sont pas arrêtés sur Alain Carnoat ? Parce que tout simplement, à l'époque où ils font cette recherche, Alain Carnoat, il n'a pas de casier judiciaire encore. Il en aura un après, mais au moment où ils font ses contrôles, il n'est pas inscrit, il n'a pas de casier judiciaire. Est-ce que Alain Carnoat reconnaît les faits ? Alors, il va reconnaître ce qu'il est obligé de reconnaître au tout début, c'est-à-dire l'achat du couteau. Ça, il y a des preuves, il y a des tickets de caisse, il y a tout ce qu'on veut. Donc ça, il reconnaît. Il reconnaît aussi être allé au Technival pendant ce mois de juin 2005. Il reconnaît avoir eu des relations sexuelles. Alors lui, il dit même avec plusieurs femmes. Il ne sait pas tellement si c'est 4 ou 5, mais en tout cas, il reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec plusieurs femmes pendant ce Technival. Mais il ne va pas aller beaucoup plus loin dans un premier temps. Il ne va pas du tout parler de Mathilde. Et puis, il a un comportement en garde à vue qui est assez étonnant parce qu'il a l'air d'être pas très concerné par ce qui se passe. Il y a une forme de distance. On pourrait même penser qu'il y a une forme de froideur du personnage à ce moment-là de l'enquête. Et avec le temps passé en garde à vue, ses propos évoluent ? Ça va évoluer, ça va même évoluer assez vite parce qu'à la fin de la journée, d'abord il va reconnaître qu'effectivement ces fameuses photos avec le pullover rouge, c'est bien lui qui est à côté de Mathilde. Alors en pleine nuit à 4h du matin, comme c'est souvent le cas en garde à vue, on fait des auditions la journée, on fait quelques auditions aussi le soir ou la nuit parce que ça permet des fois de faciliter un peu les aveux ou les confidences, et puis surtout ça agit sur le mental et sur la fatigue du garde à vue. Là les gendarmes vont le laisser un petit peu se reposer vers 4h du matin pendant cette garde à vue, et il va revenir, il va remonter de ces quelques heures de repos, et l'audition suivante, il va évoquer devant les gendarmes une sorte de cauchemar avec une femme blanche tachée de sang. Donc ça, on sent que c'est le premier pas vers les aveux, parce qu'au début, il évoque une scène qu'il a rêvée mais qui n'est pas réelle. Et puis finalement, à 12h30, deuxième jour de garde à vue, là, il va passer des aveux complètement circonstanciés sur ce qu'il a fait ce jour-là et ce qu'il a fait à Mathilde. Alors qu'est-ce qu'il raconte exactement ? Lui, il va expliquer que Mathilde est d'abord venue de son plein gré en direction de cette sapinière là qui se trouvait derrière un champ, et il va expliquer que selon lui, elle souhaite avoir une relation sexuelle avec lui. Alors toujours selon sa version à lui en garde à vue, ils vont se caresser, et à ce moment-là, pour une raison qu'il n'arrive pas tellement d'ailleurs à expliquer, il va se mettre à la frapper. Il dit qu'il ressent une espèce de boule dans son ventre, alors ils sont collés l'un à l'autre, et il va lui mettre un premier coup de couteau, puis un second, sur un temps assez rapproché. Et là, Mathilde va se figer. Avant de crier « Arrête, arrête !», elle lui met une gifle pour essayer de se défendre. Elle essaie de s'enfuir en direction du chemin. Et là, Carnoat va expliquer qu'il la rattrape par le bras, qu'il lui tranche la gorge, qu'elle s'effondre. Et là, il va même décrire en fait la plaie. Il va dire elle était profonde, cette plaie au cou, elle était comme mon doigt. Et puis elle, c'était un peu comme du plastique. Donc il va décrire plus un objet réellement qu'un corps humain. Il va expliquer aussi aux gendarmes qu'à l'occasion de ses nombreux coups de couteau, il s'est lui-même blessé au doigt et qu'il s'est coupé au doigt. Et ensuite, il va raconter comment il a dissimulé le corps, parce qu'évidemment, c'est quand même une zone où il y a du passage. Il a peur de se faire repérer par d'autres teufeurs qui passeraient dans le secteur. Donc, il va aller traîner le corps de Mathilde de l'autre côté d'un ruisseau, derrière des roseaux, et ensuite il la transporte sous les sapins, il la traîne sur le dos, et il continue ensuite, il va lui asséner de nouveau une multitude de coups de couteau, je vous rappelle qu'on en retrouve 28 sur le corps de Mathilde, et là il décide de la déshabiller, il enlève le pantalon, il enlève le string, il remonte le t-shirt, il enlève le soutien-gorge, et alors qu'elle est toujours en train d'agoniser, Mathilde, Carnoat, lui, va décrire en fait avec une espèce de presque de jouissance et de délectation les attributs féminins de la jeune femme, sans apparemment ressentir le moindre sentiment, la moindre distance, la moindre empathie avec tout ça, pas la moindre émotion en tout cas. Encore une fois, comme si
pour lui, Mathilde, à ce moment-là, c'était devenu un objet, cette espèce de poupée en plastique qu'il avait décrit un peu plus tôt. Donc il va expliquer aussi qu'il commet un viol sur Mathilde avec sa main. En tout, cette scène de meurtre, elle s'étale selon son récit sur à peu près 5 minutes. Et ensuite, il va expliquer que il s'enfuit. Il jette le couteau au pied d'un sapin, là où il sera d'ailleurs retrouvé par les enquêteurs qui découvrent la scène de crime. Et puis il part rejoindre les amis avec lesquels il était venu au Teknival. Et il racontera d'ailleurs qu'il a fait l'objet d'un contrôle par les gendarmes en fin de journée, les fameux contrôles massifs qui avaient été menés aux entrées et aux sorties du Teknival. Donc il est contrôlé et puis il va passer à travers ce barrage logiquement. Il va regagner ensuite Brest. Et c'est d'ailleurs là, très peu de temps après, qu'il va rencontrer à Brest une jeune femme polonaise, avec laquelle d'ailleurs il est toujours au moment où il est interpellé et placé en garde à vue. Le 26 juin 2006, un an jour pour jour après la découverte du corps de Mathilde, Alain Carnoat est mis en examen et incarcéré à Rennes pour assassinat. Il aura fallu 1 an d'investigation et 12 enquêteurs pour en arriver là. Aujourd'hui, cet ancien militaire de la Marine nationale serait incarcéré à Rennes, mis en examen pour homicide volontaire dans le meurtre de Mathilde Krogeneck, assassinée lors d'un Teknival le 26 juin 2005. Dans le petit village de Carnouët ce matin, c'est le soulagement. C'est sûr, ça enlève les soupçons sur la communauté ici, parce que tout le monde se regardait un peu de travers. Nous avons subi les tests ADN et que donc quelque part il y avait une suspicion. On est content que l'enquête aboutisse. Le lundi 22 septembre 2008, le procès d'Alain Carnoat s'ouvre devant la cour d'assises de Saint-Brieuc. La mère et le beau-père de Mathilde sont présents. Le suspect paraît très détaché. Il ne semble pas avoir conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Interrogé, il demeure incapable d'expliquer son geste. Si l'on en croit Alain Carnoat, la grande affaire de sa vie, ce sont les jeux vidéo, l'informatique, les mangas. L'accusé se présente comme un homme sous influence de la virtualité, de la drogue, de l'alcool au moment du drame. De ce drame justement dans la sapinière avec Mathilde, il n'a pas grand-chose à dire. Dans un murmure, il livre d'une voix inaudible qu'il a donné des coups de couteau. Alain Carnoat ne donne aucune explication. Il dira à un psychiatre « Vous savez, moi, ça ne me touche pas plus que ça ». Après 5 jours de procès, le vendredi 26 septembre, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une peine de sûreté de 18 ans. Il fait appel. Le vendredi 12 février 2010, il est condamné en appel à 30 ans de réclusion criminelle, mais avec une peine de sûreté de 20 ans. Au terme de son procès en appel, Alain Carnoat reste un mystère. S'il est un criminel de la pire espèce, souligne son avocat Maître Dupond-Moretti, il appartient encore à notre humanité, il n'est pas devenu ce qu'il est par hasard. Pour changer, il faut qu'il accepte de parler à la première personne de son crime, qu'il accepte ce qu'il est. Sa réinsertion, elle passe par justement l'acceptation du crime qu'il a commis. C'est un chemin extrêmement long et évidemment, chez ce jeune garçon, il y a tout un travail extrêmement difficile à faire. Âgé de 41 ans aujourd'hui, Alain Carnoat est emprisonné au centre de détention de Roanne, dans la Loire. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delceny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez également trouver sur notre site les références qui nous ont permis d'écrire cet épisode.